une vraie équipe, on a tous un objectif commun. On ne se bat pas pour soi, non, mais pour tout le monde. C'est un pour tous et pas chacun pour soi. Chacun a un rôle à jouer, une responsabilité. On doit pouvoir compter sur les autres, comme les autres doivent pouvoir compter sur nous. Dans une équipe, on ne lâche personne. Et personne ne lâche. C'est ça, une vraie équipe. Une équipe de 11 millions. Tous ensemble, pour vaincre le coronavirus. Om 11 uur start de persconferentie over het coronavirus. Een echte ploeg. Dat is samen voor hetzelfde doel gaan. Je vecht niet voor jezelf, maar voor elkaar. In een ploeg kan iedereen op je rekenen en jij op iedereen. Iedereen heeft een rol. Iedereen een verantwoordelijkheid. In een ploeg laat je elkaar Goedemorgen, bonjour. Naar goede gewoonte geven we jullie op vrijdag een stand van zaken van de pandemie COVID-19 in ons land. Daarvoor geef ik onmiddellijk het woord aan Steven van Gucht. Goedemorgen iedereen, bonjour tout le monde. De lichtpuntjes van de laatste paar weken hebben plaatsgemaakt voor wat onzekerheid. De motor van de daling sputtert en een scherpe daling na de piek blijft voorlopig uit. We zien ondertussen dat de besmettingscijfers weer licht stijgen met 8%, terwijl de nieuwe ziekenhuisopnames opnieuw heel lichtjes verder dalen, maar nog onvoldoende om de druk op de ziekenhuizen te doen verminderen. Er liggen nog steeds ruim 3000 mensen met COVID in de Belgische ziekenhuizen. Daarvan liggen er 930 op intensieve zorgen en het aantal overlijdens stijgt nog licht verder door. De afgelopen week werden er gemiddeld 3884 nieuwe besmettingen per dag vastgesteld. En zoals gezegd, dat is een toename van plus 8% op weekbasis. Daar hoort wel een kanttekening bij. Deze plotse toename, na een daling van 10 dagen, is ook toe te schrijven aan het feit dat Paasmaandag nu in de vergelijkingsperiode komt te liggen. We vergelijken dus de cijfers van een week met 5 werkdagen met die van een week met maar 4 werkdagen. We verwachten dat de komende dagen dit artefact geleidelijk aan uit de cijfers zal verdwijnen en we weer een correcter beeld van deze trend zullen kunnen schetsen. Als we de maandagen niet meenemen in de vergelijking, zien we nog steeds een licht dalende trend van min 5%. Bij kinderen en tieners is er nog steeds een mooie dalende trend, ondanks het paasmaandageffect. De cijfers liggen hier 22% en 6% lager dan de week ervoor. De meeste besmettingen doen zich momenteel voor bij de twintigers. En ook de toename in de cijfers is hier hoger dan het gemiddelde met plus 18%. Over de gewesten en de provincies heen zijn er nog altijd enkele opvallende verschillen. In het Brussels hoofdstedelijk gewest liggen de besmettingscijfers 5% lager dan vorige week, terwijl ze in Vlaanderen en Wallonië 13% en 6% hoger liggen. De ziekenhuisopnames blijven langzaam verder dalen. De afgelopen week waren er gemiddeld 240 ziekenhuisopnames per dag. En dat is 5% minder dan de week ervoor. Maar opletten,
In de helft van de provincies zien we nog steeds toenames. En dat is het geval in Antwerpen, Limburg, Luik, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Wanneer we kijken naar het totaal aantal ingenomen bedden in de ziekenhuizen door COVID-patiënten, dan zien we dat de ziekenhuisbezetting voorlopig lijkt af te toppen, weliswaar op een heel hoog niveau. Momenteel liggen er 3032 patiënten met COVID in de Belgische ziekenhuizen. En dat is een kleine 3% minder dan de week ervoor. Op intensieve zorgen liggen er 930 patiënten. En dat is een kleine 2% meer dan een week geleden. Op dinsdag 13 april werd voorlopig de hoogste belasting van de derde golf gemeld op intensieve zorgen, met een piek van 947 patiënten. Het is belangrijk om opnieuw te benadrukken dat we de bezetting op intensieve zorgen onder controle moeten houden, want bedden kunnen niet oneindig blijven worden bijgecreëerd. Een extra bed vereist namelijk telkens het nodige extra medisch gekwalificeerde personeel en die mensen kunnen niet op enkele weken tijd worden opgeleid. De overlijdens, tot slot, nemen nog licht verder toe. Gemiddeld vielen er de afgelopen week 41 overlijdens per dag te betreuren. Dat is 3% meer dan de week ervoor. De toename van de overlijdens doet zich momenteel nog steeds vooral voor bij personen tussen de 65 en 85 jaar oud. Betreft de varianten. Het percentage besmettingen veroorzaakt door de Britse variant blijft momenteel stabiel, rond de 86%. De Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse varianten nemen licht toe en vertegenwoordigen respectievelijk 4,8% en 4,2% van de besmettingen. Ondertussen hebben 2.059.000 Belgen, of 18% van alle Belgen, een eerste dosis van het COVID-vaccin gekregen. 659.000, of 6%, kregen reeds een tweede inenting. 56% van de 65-plussers heeft ondertussen een eerste vaccin gehad. Het aantal vaccinaties neemt daarmee fel toe met 520.000 dosissen per week. Vervolgens zouden we nog een klein woordje willen zeggen over de aankondigingen van de versoepelingen en als ook over het aantal testen in België. Zoals u gehoord heeft, heeft het overlegcomité ons deze week hoop gegeven met een plan voor toekomstige versoepelingen. De focus zal daarbij op buitenactiviteiten liggen in april en mei en binnenactiviteiten vanaf juni. We denken dat dit plan haalbaar is, maar zeker niet vanzelfsprekend. We snakken terecht naar meer vrijheid, maar besef wel dat de huidige maatregelen voorlopig nog steeds essentieel blijven om de curve te doen ombuigen. Het vaccin zal ons op termijn helpen, maar voorlopig is de vaccinatiegraad nog te laag om een substantiële impact te hebben. Vergeet ook niet dat bij de mensen die momenteel in het ziekenhuis belanden, er ook vele mensen zijn van middelbare leeftijd of jonge senioren, waarvan 20 tot 30% geen onderliggende aandoeningen heeft. Het zal nog weken wachten zijn vooraleer ook deze categorie van mensen gevaccineerd zal zijn. Denk er dus aan om uw contacten binnen te beperken tot dat ene knuffelcontact. Spreek verder vooral buitenaf en laat u ook testen wanneer u symptomen hebt, ook bij milde verkoudheidsklachten.
De laatste 2 weken hebben we gezien dat het aantal labotesten fors is gedaald, van gemiddeld 70.000 per dag naar 40.000 per dag. En tegelijkertijd is het percentage positieve testen in geen 5 maanden zo hoog geweest, met bijna 10% van de testen die positief terugkomen. Dat betekent dat we waarschijnlijk dus vele besmettingen missen. Het lager aantal testen heeft ongetwijfeld ook te maken met de vakantieperiode. Maar we willen er toch nog eens op wijzen dat testen, contacten opsporen en quarantaine cruciaal blijven om het virus in te dijken. Dus als u symptomen heeft van een verkoudheid of griep, laat u dan testen via uw huisarts of via een testcentrum. Bij symptomen werkt u ook beter met een professional en niet met een zelftest. Een zelftest is meer geschikt om u tussendoor te testen wanneer u geen symptomen heeft, maar vooral bezorgd bent voor anderen. Bijvoorbeeld vooraleer u naar het werk gaat of vooraleer u afspreekt met een vriend of familielid. Een zelftest is een extra beschermingslaag, net zoals een masker en afstand houden. Bij een positieve zelftest neemt u best contact op met uw huisarts. En tenslotte zouden we nog wat resultaten willen geven over de vaccinatiecampagne in de woonzorgcentra, die grotendeels afgerond is. Zoals u weet is de Belgische vaccinatiestrategie tegen COVID erop gericht om zo snel mogelijk de meest kwetsbare groepen te beschermen. Daarbij werd eerst prioriteit gegeven aan de bewoners en het personeel van de woonzorgcentra. De vaccinatiecampagne in de woonzorgcentra liep van 28 december 2020 tot en met 24 maart 2021. Sindsdien worden de vaccinaties nog verder gezet bij nieuwe bewoners die in de woonzorgcentra binnenkomen en ook bij personeelsleden die zich eerst niet lieten vaccineren, maar dat nu wel wensen. We hebben de vaccinatiegraad gemonitord in de woonzorgcentra in meer dan 85% van de woonzorgcentra. En we zijn verheugd om vast te stellen dat de vaccinatiegraad bij de bewoners algemeen zeer hoog is in alle woonzorgcentra. Over het hele land is 89% van de bewoners volledig gevaccineerd. In Vlaanderen en in de Duitsstalige gemeenschap ligt dat iets boven de 90%. In Brussel en Wallonië ligt het met respectievelijk 85% en 87% iets onder het landelijk gemiddelde, maar het blijven nog altijd heel hoge cijfers. De Europese Commissie had als doelstelling gesteld om voor eind maart tenminste 80% van de personen ouder dan 80 jaar te vaccineren. Deze doelstelling werd bereikt voor wat de bewoners van de woonzorgcentra betreft, maar net niet voor de mensen die niet in een woonzorgcentrum verblijven. Ondertussen hebben we deze doelstelling wel bereikt met een kleine vertraging, maar kunnen we stellen dat meer dan 80% van de 80-plussers een eerste dosis heeft gehad. Wanneer we kijken naar het personeel in de woonzorgcentra, daar ligt algemeen de vaccinatiegraad wat lager. Gemiddeld bedraagt die voor België 77%, maar er zijn wel opvallende regionale verschillen. In Vlaanderen is 87% van het woonzorgcentrumpersoneel gevaccineerd, terwijl dat in Brussel slechts 47% is. In Wallonië is het 58% en in de Duitsstalige gemeenschap 65%. De lagere vaccinatiebereidheid in Brussel en Wallonië volgt een gekende trend
die we ook zien in de griepvaccinatiecampagnes van de voorbije jaren. Uit gegevens die in Vlaanderen en in Brussel verzameld werden, blijkt dat de mensen die zich niet laten vaccineren daarvoor meestal geen medische reden hebben. En dat geldt zowel voor de personeelsleden als voor de bewoners. De redenen voor deze weigering moeten nauwkeurig worden onderzocht om de verdere uitrol van de vaccinatiecampagne te kunnen optimaliseren. De gunstige effecten van deze hoge vaccinatiegraad bij de bewoners worden steeds duidelijker zichtbaar. We zien bijvoorbeeld dat het aantal besmettingen onder de bewoners in alle regio's al weken opvallend laag blijft, met minder dan 2 gevallen per 1000 bewoners per week. We zien zelden nog grote uitbraken in de woonzorgcentra en meestal gaat het daarbij ook om milde symptomen. De voorbije week meldde 1% van de Vlaamse woonzorgcentra een grote uitbraak van minstens 10 gevallen. En in de andere regio's werden geen grote uitbraken gemeld. De woonzorgcentrumbewoners vertegenwoordigen nog slechts 1% van de ziekenhuisopnames, terwijl dat in december nog bijna 20% was. Deze totale ommekeer in de hospitalisaties sinds de vaccinatie wordt op indrukwekkende manier geïllustreerd in deze figuur. De donkergroene lijn toont het totaal aantal ziekenhuisopnames. En u ziet dat die sterk gestegen zijn in de laatste weken. De lichtgroene lijn in het midden toont het percentage ziekenhuisopnames uit het woonzorgcentrum. De onderste lijn toont het totaal aantal patiënten dat opgenomen werd uit de woonzorgcentra. Dan ziet u ook 2 verticale lijnen. Die tonen de start van de vaccinatiecampagnes aan voor de eerste en voor de tweede dosis. De tweede verticale lijn toont dus het startpunt waarop de tweede dosis werd toegediend in de woonzorgcentra. En we zien nu vooral dat ondanks de flinke stijging van het totaal aantal ziekenhuisopnames sinds eind februari is het aantal en het percentage opname van rusthuisbewoners scherp gedaald. En diezelfde omgekeerde trend zien we ook bij de overlijdens door COVID. Terwijl het aantal sterfgevallen onder de algemene bevolking sinds eind februari toeneemt, daalt het aantal sterfgevallen onder de woonzorgcentrumbewoners. De voorbije week overleden er 14 woonzorgcentrumbewoners als gevolg van COVID. En dat zijn er 6 minder dan de week ervoor. In totaal stierven er in diezelfde week 276 mensen aan COVID. 5% daarvan waren bewoners uit een woonzorgcentrum, terwijl dit vroeger meer dan 50% was. Dus voor wie er nog aan twijfelt, deze cijfers tonen onomstotelijk hoe goed de vaccins werken, ook bij de allerzwaksten. Het vaccin biedt een reddingsboei aan in een zee van virus. Meer details over deze studie vindt u terug in het rapport op de COVID-website van Sciensano. Dank u voor uw aandacht. Goedendag iedereen, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, nous avions des signaux lumineux plutôt au vert, on l'a dit les dernières semaines. Pour l'instant, la teinte se trouble un petit peu et est surtout marquée par une certaine incertitude. Car si la baisse significative attendue n'a pas lieu, nous avons pour l'instant des contaminations qui augmentent même un petit peu, de 8%, alors que les nouvelles hospitalisations baisse à nouveau très légèrement, mais certainement pas de manière suffisante que pour réduire la pression sur les hôpitaux. Nous avons toujours plus de 3000 patients qui sont hospitalisés,
largement plus de 900 au niveau des soins intensifs et le nombre de décès augmente encore légèrement. Si on s'intéresse aux nouvelles contaminations, comme on le voit sur la première diapositive, on a eu en moyenne 3884 nouvelles infections rapportées. C'est une augmentation de 8% sur une base hebdomadaire. Alors, il faut dire que cette augmentation est perturbée partiellement par la base de comparaison, puisque après 10 jours de diminution, on a le fait que cette fois-ci, nous comparons deux choses difficilement comparables. Autrement dit, on a 2 semaines qui ne sont pas marquées par le même nombre de jours où on travaille, puisqu'il y a une semaine de Pâques, et donc on compare effectivement des semaines de 5 jours avec des semaines de 4 jours. Et donc la semaine prochaine, on sera en dehors de ce biais, de cet artefact. On aura probablement une idée un peu plus claire, mais on peut avoir un proxy, si on peut dire, des réelles valeurs en excluant les lundis de la comparaison, et à ce moment-là, on constate encore toujours une diminution, mais qui est limitée à 5%, donc on n'est certainement pas vers le toboggan de descente qu'on espérait avoir au niveau du nombre de contaminations. Si on s'intéresse au groupe d'âge, on se rend compte que ce sont chez les enfants et les adolescents qu'on a la tendance à la baisse la plus marquée, en l'occurrence de 22% et de 6%. Mais qu'en contraste, ce sont les gens dans la vingtaine qui ont le plus grand nombre de contaminations. Et c'est eux aussi d'ailleurs pour lesquels l'augmentation des chiffres est la plus élevée, en moyenne de 18%. Si on essaie de voir ce qui se passe au niveau national, au niveau des cartes, on se rend compte effectivement qu'il y a des différences avec une diminution de l'ordre de 5% dans la région bruxelloise, comme dans le Brabant wallon, le Namurois et pratiquement la même chose dans le Luxembourg. Les hospitalisations continuent de diminuer, mais très lentement. Et on le voit sur la diapositive, on n'est pas du tout devant la forme du pic que nous avons connu avec sa descente après la première et la deuxième vague, mais devant une forme beaucoup plus arrondie, beaucoup plus plane, si on peut dire. La semaine dernière, nous avons eu en moyenne 240 nouvelles admissions par jour. C'est 5% de moins que la semaine précédente. Il est clair qu'ici, il n'y a pas d'effet des vacances et du lundi de Pâques. On constate cependant encore des hausses, et on constate des hausses dans la moitié des provinces, en pratique dans la province d'Anvers, dans le Limbourg, dans la Flandre orientale, dans le Brabant flamand, mais aussi dans la province de Liège. Le taux d'occupation des hôpitaux reste actuellement à un niveau élevé. Nous avons 3032 patients Covid dans nos hôpitaux, soit 3% de moins que la semaine précédente. Mais il faut souligner que parmi ces patients, il y a 930 patients en soins intensifs, et ça c'est 2% de plus que la semaine précédente. Nous avons eu la charge maximale au niveau des soins intensifs le mardi 13 avril, où nous avons atteint le pic actuel de 947 patients hospitalisés à ce niveau-là. Et je pense qu'il est important de souligner qu'il faut absolument maîtriser cette charge et ce taux d'occupation, car on ne peut pas indéfiniment augmenter le nombre de lits de soins intensifs. On peut bien sûr assez facilement créer un nouvel espace avec un lit, par exemple, dans des salles de réveil ou des salles d'opération qui ne seraient pas employées, mais on ne peut pas créer un personnel hautement qualifié en quelques semaines. Il faut des mois, pour ne pas dire des années, pour cela. Et il est clair qu'à ce niveau, nous ne pouvons pas étendre les choses de manière indéfinie. Si on s'occupe du nombre de décès, vous voyez qu'effectivement, il a augmenté légèrement. Nous déplorons actuellement 41 décès par jour, soit 3% de plus que la semaine précédente. Ces décès se produisent toujours chez les personnes entre 65 et 85 ans, et on le verra par la suite, essentiellement, pour ne pas dire quasi exclusivement, en dehors des maisons de repos. Concernant les variants, où en sommes-nous? Nous sommes dans une grande stabilité concernant le variant britannique, puisqu'il est largement dominant aux environs de 85%. Pour les variants sud-africains et brésiliens, ils sont tous les deux à peu près au même niveau actuellement, 4,8 et 4,2%. Ils ne connaissent, je dirais heureusement pour nous, pas la même envolée qu'on a connue pour le variant britannique durant les semaines du mois de janvier, février et mars.
Au niveau de la vaccination, et on y reviendra plusieurs fois dans cette communication, les résultats sont encourageants puisque nous avons actuellement 2 059 000 personnes, soit 18% des Belges au total, qui ont reçu une première dose de vaccin et 659 000 qui ont reçu une deuxième dose. Ce qui nous amène à avoir dans la population des plus de 65 ans, 56% des gens qui ont reçu une première vaccination. Surtout, et je pense que c'est important, on a assez parlé du fait que la campagne avait peut-être débuté de manière lente, comme elle a fait d'ailleurs dans quasi tous les pays d'Europe occidentale. Il faut souligner que le nombre de vaccinations est en forte augmentation sur une base hebdomadaire, puisqu'on est passé de 330 000 vaccinations par semaine à 520 000 vaccinations par semaine, autrement dit un demi-million de personnes. Dans les messages ou les discussions qu'on voudrait avoir avec vous aujourd'hui, il y en a une qui a trait aux mesures prises récemment et aussi à l'état du testing dans notre pays. On le sait tous, le Codeco, le comité de concertation, a donné un certain nombre de mesures d'assouplissement pour les semaines et les mois qui sont devant nous. L'accent y est mis sur les activités extérieures pour le mois d'avril et pour le mois de mai et sur des activités intérieures à partir du mois de juin. Ce plan est parfaitement réalisable, mais il ne va pas de soi. Les mesures actuelles restent pour l'instant indispensables pour inverser la courbe et je pense qu'on a assez montré aujourd'hui que cette courbe avait des difficultés à s'inverser et donc il faut lui donner un coup de pouce et le coup de pouce, c'est nous qui pouvons le donner. Il est clair que le vaccin va jouer un rôle fondamental, déterminant à moyen et à long terme, mais que pour l'instant, le taux de vaccination n'est pas encore suffisant que pour donner ce coup de rein nécessaire, pour avoir un impact substantiel. Parmi les gens qui sont actuellement à l'hôpital, il y a pas mal de jeunes seniors ou de personnes d'âge moyen, ça veut dire dans la quarantaine, cinquantaine, soixantaine. Et ces personnes, il nous faudra encore quelques semaines avant de pouvoir entamer leur vaccination et plus de semaines encore, bien sûr, avant de pouvoir la finir. Dans ce contexte-là, il ne faut donc pas oublier les mesures dont on vous parle de longue date et qu'on va donc vous répéter, c'est-à-dire de limiter nos contacts, bien sûr, surtout à l'intérieur, de nous rencontrer essentiellement à l'extérieur et au moindre symptôme, au moindre de doute, de vous faire dépister. Même si vous avez des symptômes modérés, la gorge qui pique un petit peu, une très légère toux, le nez qui coule, un peu de fatigue, un peu de mal de tête. Ces 2 dernières semaines, en effet, on constate une trop forte diminution du nombre de tests, partiellement explicable bien sûr par les vacances, mais nous sommes passés de 70 000 tests par jour à peu près à 40 000 tests par jour. Et en contraste, malheureusement, on se rend compte que le taux de positivité de ces tests n'a jamais été aussi important depuis 5 mois, puisqu'il atteint actuellement 9,5%, alors qu'on venait à peu près des 7%. Cela veut dire indubitablement que du virus circule, et que du virus circule que nous ne dépistons pas encore à cause de ce manque de tests, de ce déficit de tests. Il faut donc absolument là insister sur le fait que nous dépendons encore du fameux trépied qui est effectivement celui du testing, du traçage des contacts et bien sûr de la quarantaine suivie éventuellement de l'isolement. Ce trépied édicté de longue date reste fondamental pour lutter contre l'évolution du virus. Si on a des symptômes, faites-vous tester. Et je dirais, si on a des symptômes, faites-vous tester de manière préférentielle, classiquement, c'est-à-dire par le frottis nasal assez prononcé, qui fait une analyse de type PCR par un spécialiste. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est vraiment de loin le plus fiable. N'employez pas un autotest pour ce type de testing avec des symptômes. Pourquoi? Parce que l'autotest va malgré tout rater un certain nombre de personnes qui sont positives et que l'autotest est beaucoup plus adapté à des situations intermédiaires, c'est-à-dire des situations dans lesquelles vous n'avez pas de symptômes et vous comptez rencontrer des gens. Insistons-le, rencontrer des gens avec toutes les précautions nécessaires. Le fait d'avoir un autotest qui soit négatif s'ajoute un peu dans votre confort, dans votre confiance, dans le fait que vous n'êtes pas un danger pour eux, en plus bien sûr
du maintien des distances entre les personnes, en plus bien sûr du port du masque. L'autotest ne permet pas de dire que vous n'êtes pas contagieux et ne permet pas d'éliminer ces nécessaires mesures de précaution. Par contre, si vous avez effectivement un autotest positif, il est important d'en référer à votre médecin. Il est important que l'on puisse tracer vos contacts et que justement on ne coupe pas simplement au niveau de votre test positif l'évolution de l'évaluation de la transmission, mais qu'on puisse faire un tracing et qu'on puisse donner des recommandations de quarantaine aux personnes que vous avez rencontrées. Alors, on a parlé de la vaccination déjà là tantôt, et je pense que c'est le moment jamais de montrer l'impact que la vaccination a pu avoir dans notre pays. La stratégie belge, ce n'est pas que la Belgique qui l'a eu bien sûr, mais la stratégie belge a été basée sur le fait de protéger les groupes les plus vulnérables le plus rapidement possible, tant pour leur santé à eux que pour préserver l'encombrement potentiel des structures de santé du pays. Et donc, très clairement, c'est au niveau des maisons de repos et de soins, là où les personnes les plus âgées, les plus fragiles se trouvent, qu'on a mis l'accent, ainsi qu'au niveau du personnel qui encadrait les patients, les résidents des maisons de repos et des soins. Cette campagne a débuté fin décembre, d'abord très lentement à partir du 28 décembre, puis a très vite pris une accélération au mois de janvier pour se terminer le 24 mars. Depuis lors, on a encore des vaccinations, bien sûr, dans les maisons de repos, mais ce sont des vaccinations pour les nouveaux résidents ou en même temps pour des membres du personnel, soit des nouveaux membres du personnel, bien sûr, ou des membres du personnel qui n'avaient pas voulu se faire vacciner et qui ont changé d'avis. À quoi aboutit-on? Eh bien, on le voit sur la diapositive ici, à des résultats qui sont extrêmement intéressants et malheureusement extrêmement contrastés en fonction du fait qu'on s'intéresse aux résidents des maisons de repos ou au personnel des maisons de repos. On est très heureux de constater qu'on a effectivement obtenu au niveau des résidents des maisons de repos une très forte acceptation de la vaccination, puisque au niveau du pays, nous avons 89%, donc pratiquement 9 personnes sur 10 qui sont vaccinées. En Flandre, dans la communauté germanique, vous voyez qu'on a 91% et quelques. En Wallonie, on a 87%. Ceci n'est effectivement guère différent. Et à Bruxelles, 85%. La Commission européenne avait proposé comme objectif à atteindre aux États membres de vacciner au moins 80% des personnes de plus de 80 ans, et ceci pour la fin du mois de mars. On a largement atteint cet objectif dans les maisons de repos, et même si on ne l'a pas parfaitement atteint pour la fin du mois de mars, au niveau des personnes qui ne sont pas en maison de repos, on peut dire que maintenant, avec quelques semaines de retard, on a une couverture de plus de 80% des personnes de plus de 80 ans, qu'elles résident en maison de repos ou qu'elles soient à domicile. Et donc l'objectif là, globalement, a été bien atteint. Par contre, et on le voit sur la diapositive qui suit maintenant, ce n'est pas la même chose qui s'est passée au niveau du personnel des structures en question. Vous voyez qu'au niveau de la Belgique, globalement parlant, nous avons une couverture de 77%, mais qu'il y a d'extrêmement grandes variations régionales. Nous avons en Flandre une couverture de pratiquement 87%, donc très très proche des résidents. Je vous rappelle qu'en Flandre, elle est de 91%, donc le personnel a suivi les résidents de la même manière, ce qui n'est pas du tout le cas, comme on le voit ici, en Wallonie, avec 58% de couverture, et à Bruxelles, avec 47% de couverture. La communauté germanophone se trouve un petit peu entre les deux, avec 65% de couverture. C'est une tendance à la moindre vaccination du personnel de santé dans les maisons de repos que nous avons déjà connue pour d'autres maladies des voies respiratoires, comme la grippe par exemple. Et assez traditionnellement, je dirais malheureusement, les campagnes de vaccination du personnel contre la grippe prennent moins bien en Wallonie et à Bruxelles qu'en Flandre. Si on essaye de voir pourquoi les personnes refusent cette vaccination, que ce soit d'ailleurs en Flandre, en Wallonie ou à Bruxelles, on se rend compte que dans la grande majorité des cas, il n'y a pas de raison médicale. Il n'y a pas une allergie grave au vaccin ou autre chose du même style. Et donc, clairement, il y a là un blocage par rapport à la vaccination chez certaines personnes, tant d'ailleurs au niveau du personnel qu'au niveau de très peu, heureusement, des résidents. Et les raisons de ce refus devront vraiment être approfondies pour essayer d'améliorer ces scores qui ne sont clairement pas bons à Bruxelles et en Wallonie.
Alors que la campagne de vaccination, on l'a déjà dit, on va le détailler encore un peu plus ici, a eu un impact majeur et que ses bénéfices sont de plus en plus évidents. On a ainsi constaté que le taux d'infection parmi les résidents est resté remarquablement bas. On vous en parle vendredi après vendredi depuis des semaines dans toutes les régions, avec moins de 2 cas pour 1000 résidents par semaine. Et ceci reste actuellement extrêmement stable. Il n'y a pas d'échappement à ce niveau. Les grands foyers épidémiques sont devenus extrêmement rares. Et lorsqu'il y en a, ce sont des patients qui ne sont plus alors hospitalisés pour des raisons sévères, mais dans la majorité des cas, ce sont des symptômes sévères de grippe, de bronchite, de diarrhée avec des malaises, mais plus du tout avec les malheureuses hécatombes qu'on a connues dans certaines maisons de repos il y a quelques mois encore. Au cours de la semaine écoulée, il y a eu 1% des maisons de repos en Flandre où on a signalé au moins 10 cas. Il n'y en a pas dans les autres régions du pays. Ça souligne bien l'impact du vaccin à ce niveau. Au niveau des hospitalisations, on voit que les résidents de maisons de repos et de soins ne constituent plus que 1% des hospitalisations. Et on vous l'a déjà dit, au mois de décembre, c'était encore 20%. Au mois de décembre, donc avant le début de la campagne de vaccination. Ceci est très bien illustré par le schéma que vous voyez maintenant. Vous voyez une ligne en vert foncé, pratiquement en noir d'ailleurs pour moi, qui indique le nombre total d'hospitalisations. Vous voyez une ligne en vert clair au milieu qui vous montre, elle, le pourcentage d'hospitalisation en provenance des maisons de repos et de soins. Et vous voyez la ligne du bas qui est le nombre total de patients venant des maisons de repos et de soins. Les deux lignes verticales vous montrent le début de la campagne de vaccination pour la première dose et pour la deuxième, le début de la campagne de vaccination pour la deuxième dose. Et vous voyez qu'en dépit du fait que la ligne sombre du milieu s'est partie vers la montée au niveau du mois de février, et on sait tous que c'est le début à ce moment-là de notre troisième vague, eh bien on se rend compte que les deux autres lignes soit sont remarquablement plates, soit continuent de manière imperturbable à descendre, et montrant donc totalement là l'impact sur les hospitalisations par rapport aux résidents de maisons de repos et de soins. C'est la même chose qui s'est marquée au niveau des décès dans ces structures, puisque alors que globalement dans le pays, et malheureusement on a une augmentation, on vous le dit, conférence de presse après conférence de presse, des décès dans la tranche 65 à 85 ans, le nombre de décès chez les résidents de maisons de repos continue à diminuer. La semaine dernière, il y a eu 14 décès liés au Covid dans les maisons de repos. C'est 6 de moins que la semaine précédente. Et ceci est une tendance qui se perpétue de semaine en semaine. Sur les 276 décès qu'on a dû déplorer au cours de la semaine, 5% sont liés à des décès de résidents de maisons de repos, alors qu'ils étaient encore il y a quelque temps de 50% à ce niveau-là. Pour ceux qui en doutent encore, eh bien, je pense que ces chiffres montrent de manière vraiment concluante que non seulement dans l'abstrait, non seulement dans les études publiées dans les journaux scientifiques, mais dans la réalité du terrain et dans la réalité du terrain de notre pays aussi, la vaccination a un impact, et ce, y compris chez ceux qui sont les plus fragiles, les personnes les plus âgées. Le vaccin est vraiment notre bouée, si pas notre radeau de sauvetage contre les vagues virales, et je pense qu'il faut vraiment se souvenir de ça en première intention. Merci pour votre attention. Goedemorgen iedereen. Al meer dan een jaar heeft het coronavirus een enorme impact op ons leven. Iedereen heeft het duidelijk gehad met deze situatie en dat is meer dan te begrijpen. We mogen echter niet uit het oog verliezen waarom we deze inspanningen leveren. Iedereen die medische zorg nodig heeft, moet deze kunnen krijgen in de best mogelijke omstandigheden. Momenteel is de druk in de ziekenhuizen, en meer bepaald op de intensieve zorgen, te hoog. Hierdoor moeten er soms moeilijke keuzes gemaakt worden door het medisch personeel. Keuzes die niet gemaakt willen worden, maar vooral die je als patiënt, ouder, echtgenoot, vriend niet wil horen. Het is goed dat het overlegcomité perspectief heeft geboden, maar we mogen dit absoluut niet beschouwen als een vrijgeleide. Hiervoor
is de druk op de ziekenhuizen nog steeds te hoog. De impact van het vaccin op onze samenleving zal elke dag toenemen. Maar het is nog te vroeg om enkel hier op te rekenen. De komende weken zal de vaccinatiegraad en ons gedrag de curves bepalen. Laat ons samen stap voor stap vooruit gaan, maar laat ons vooral geen stappen overslaan. Zoals u heeft vernomen, heeft het overlegcomité woensdag beslist dat het reisverbod voor niet-essentiële reizen vervalt op maandag 19 april. Het is echter nog steeds niet het moment om op reis te gaan. Reizen voor niet-essentiële redenen blijft dan ook sterk afgeraden. Er geldt trouwens nog steeds een negatief reisadvies voor alle niet-essentiële reizen. Het overgrote deel van Europa kleurt momenteel nog steeds rood. Een volledig overzicht van de kleurencodes kan u vinden op de website info-coronavirus.be. Als je toch naar het buitenland gaat, controleer dan vooraf de regels die gelden op de plaats van de bestemming. In alle Europese landen zijn er nog steeds maatregelen van kracht in de strijd tegen het COVID-virus. Bijvoorbeeld een avondklok, beperkingen met betrekking tot de verplaatsingen, het kunnen voorleggen van een negatieve test of een verplichte quarantaine. Deze maatregelen gelden uiteraard ook voor de reizigers. Het reisadvies kan je nalezen op de website van Buitenlandse Zaken en dat is diplomatie.belgium.be. Verblijf je langer dan 48 uur in het buitenland, dan ben je verplicht om een passagierslokalisatieformulier, kortweg PLF, in te vullen en dit ten vroegste 48 uur voor je aankomst in België. Het PLF-formulier moet ook ingevuld worden voor iedereen die naar ons land komt per vliegtuig of per boot. Of met de trein of bus, indien je reist vanuit een land buiten de EU of Schengen. Het formulier, het PLF-formulier, is voor alle duidelijkheid terug te vinden op de website info-coronavirus.be. Op basis van je antwoorden en de kleurcode van het land van waaruit je vertrekt, berekent het formulier of je beschouwd wordt als een hoog risicocontact. Reizigers die terugkeren uit een rode zone worden per definitie beschouwd als een hoog risico. En voor alle duidelijkheid, heel veel regio's, bijna heel Europa, kleurt momenteel rood. Als je een hoog risicocontact wordt beschouwd, krijg je een sms. Je moet vervolgens in quarantaine en een test laten uitvoeren op dag 1 en 7 van je quarantaine. Deze quarantaine en deze test zijn verplicht en kunnen gecontroleerd worden door de politiediensten. Je riskeert een boete bij niet-naleving van deze verplichting. Maar voor alle duidelijkheid, het is in het algemeen belang en in het belang van de volksgezondheid dat we deze maatregelen moeten respecteren. Enkel op deze manier gaan we stap voor stap veilig vooruit. Dank u wel en alvast een prettig weekend. Bonjour à toutes et tous. Depuis 13 mois maintenant, le coronavirus a eu un impact énorme sur nos vies. Tout le monde a été touché par cette situation, par le virus lui-même bien sûr, et aussi par les mesures qu'il a fallu prendre pour lutter contre ce virus. Nous ne devons pas perdre de vue la raison pour laquelle nous avons dû faire ces efforts. Toute personne ayant besoin de soins médicaux doit pouvoir les recevoir dans les meilleures conditions possibles. Et c'est cela qui a été en péril et que nous devons continuer à protéger aujourd'hui. Alors que nous avons un nombre de lits en soins intensifs les plus élevés, alors que ce nombre a été augmenté, qu'on a laissé tomber certaines interventions pour pouvoir augmenter la capacité des hôpitaux, la pression sur les hôpitaux et notamment sur les unités de soins intensifs est trop élevée. Et en cas de saturation, il faut parfois devoir faire des choix difficiles. Des choix que le personnel médical ne veut pas faire et dont nous, en tant que patients, parents, conjoints, amis, ne voulons pas entendre, et à raison. Mercredi, le comité de concertation a offert certaines perspectives, et c'est une bonne chose dont nous avions également tous besoin. Attention cependant que nous ne devons pas les prendre trop vite pour acquis. Pour cela, nous devons tous continuer aujourd'hui et les jours, les semaines à venir à travailler ensemble pour atteindre les conditions permettant d'envisager la reprise de ces activités, ce que nous espérons tous. L'impact de la vaccination, lui, grandit chaque jour, mais il reste encore trop tôt pour ne compter que sur cette arme à notre disposition. Dans les semaines à venir, le taux de vaccination en bonne voie est
nos comportements détermineront les courbes. Avançons ensemble, pas à pas, mais surtout ne brûlons pas l'étape. Pour revenir aux décisions annoncées mercredi, le comité de concertation a annoncé que l'interdiction de voyager pour raisons non essentielles prenait fin pour ce lundi 19 avril. Cela n'est pas la porte ouverte à faire bien sûr n'importe quoi. Ce n'est toujours pas le moment de voyager si on peut éviter ces voyages. Il est toujours fortement déconseillé d'effectuer des déplacements à l'étranger parce que le virus y circule encore énormément. Par exemple, dans la plupart des régions européennes, le code est toujours au rouge. Vous pouvez trouver un aperçu complet des codes couleurs sur le site info-coronavirus.be. Le virus circule beaucoup à l'étranger, en Europe singulièrement. Si vous partez à l'étranger, vérifiez donc à l'avance les règles qui s'appliquent dans le pays de destination. Dans tous les pays européens, des mesures sont actuellement en place pour lutter contre le Covid. Il y a des couvre-feux, il y a des restrictions de déplacement, il y a aussi des mesures de tests négatifs à avoir avant de se rendre dans ce pays, des quarantaines à respecter. Donc vérifiez bien également les mesures qui s'appliqueront à vous quand vous vous rendrez dans ce pays, si vous comptez vous y rendre. Vous pouvez consulter les conseils aux voyageurs sur le site des affaires étrangères diplomatie.belgium.be. Rappelons aussi que les déplacements ne sont plus interdits, mais que d'autres mesures continuent. Et c'est notamment les mesures pour les voyages de plus de 48 heures à l'étranger, pour les voyages qu'on effectue en avion. Il est toujours tenu de remplir le formulaire PLF, ce formulaire de localisation des passagers, avant votre retour en Belgique. Vous trouverez le formulaire sur le site Info Coronavirus. Sur base de vos réponses dans ce formulaire et du code couleur du pays, de la région dans laquelle vous vous êtes rendu, eh bien, il sera déterminé si vous devez ou pas prendre des mesures à votre retour en Belgique. Et ces mesures, eh bien, ça va être, par exemple, la quarantaine, par exemple, des tests à effectuer. Si c'est votre cas, si vous êtes considéré comme un contact à haut risque, vous recevrez un SMS et vous aurez alors la marche à suivre concernant cette quarantaine qui durera 10 jours et les tests au jour 1 et au jour 7. Attention que le respect de ces mesures peut être contrôlé par la police, par les services de douane, et qu'en cas de manquement est prévue une amende. Mais je crois qu'il est clair pour tout le monde qu'il va de l'intérêt général de respecter ces mesures de précaution. Il est encore trop tôt pour laisser au virus des opportunités gratuites de se propager. Merci. Et la troisième partie de notre moment d'information, ce sont toujours les questions à la presse. Et donc, on va entendre ces différentes questions. Selon les derniers chiffres, il reste en moyenne moins d'un lit disponible en soins intensifs par hôpital. Et on pourrait en ajouter faute d'un manque de personnel qualifié. Quelle solution préconisez-vous si les chiffres d'occupation continuent ? Alors je dirais que la première chose, c'est d'éviter que ces chiffres ne continuent à augmenter. Éviter que ça continue à augmenter, ça veut dire appliquer les mesures et continuer à appliquer les mesures dont vous parlez à chaque fois et qu'on a réitérées aujourd'hui. Je pense qu'il est fondamental de prévenir plutôt que guérir. Bien sûr, ça n'empêche pas qu'il faut bien sûr se pencher aussi sur les gens qui sont malades. Le deuxième point, c'est effectivement que peut-on faire? On l'a souligné dans la conférence de presse. Créer des nouveaux lits au point de vue matériel est possible. Mais la question le souligne aussi. Les staffer avec du personnel qui soit pleinement compétent est beaucoup plus compliqué. Et ce n'est pas une question de quelques semaines. On l'a dit, ce sont des mois, si pas des années d'études et d'apprentissage sur le terrain qui permettent d'obtenir les performances qu'ont les staffages dans soins intensifs et qui sont parmi les meilleurs en Europe. Actuellement, on a pu constater, lorsqu'on a dû créer des nouvelles structures, ce qu'on a dû faire lors de la première et ou de la deuxième vague, que leurs performances sont inévitablement moins bonnes. Et malheureusement, il y a à peu près 6 ou 7% de supplément de décès dans ce type de structure parce qu'elles n'ont pas exactement le même niveau de qualité que les structures préexistantes. Si il n'est pas possible de créer de nouveaux lits, ce qui est normalement encore réalisable pour l'instant, nous ne sommes pas dans nos réserves, on est bien d'accord, eh bien il y a éventuellement pour certaines régions des transferts vers l'étranger. On sait que les soins intensifs dans le nord de la France et en Hollande sont fortement occupés.
il y a peut-être encore une possibilité de demander, comme ça a déjà été le cas et que ça a déjà été fait, à nos voisins allemands d'aider transitoirement si nous n'avions pas d'autres solutions dans l'urgence. Volgens de laatste cijfers is gemiddeld nog 1 bed per ziekenhuis vrij op intensieve zorgen. En is het niet mogelijk om bedden te creëren door gebrek aan gekwalificeerd personeel. Welke oplossing ziet u als de ziekenhuisbezetting blijft stijgen? Wel, de belangrijkste oplossing is dat je dan verder de virusverspreiding moet controleren en indijken door bepaalde maatregelen op te volgen in de bevolking. Dat is de belangrijkste oplossing. Anderzijds zit er niets anders op dan extra bedden te zoeken, bij te creëren op intensieve zorgen, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Er moet vooral extra personeel gerecruiteerd worden en dat personeel is niet echt beschikbaar. Dat heeft ook gevolgen voor andere ingrepen en voor de niet-covid-zorg. In dat geval moet men verder niet-covid-zorg uitstellen. Dat kan gaan om bepaalde transplantaties, bepaalde hartoperaties enzovoort. Verder weten we ook dat wanneer je extra bedden creëert, dat de kwaliteit van de zorg achteruit gaat. We hebben al gezien in het verleden dat de sterftekans groter is wanneer men in extra bedden terechtkomt. Die neemt toe met 6 à 7%. We weten ook dat in tijden van grote stress op het ziekenhuissysteem dat er ook een probleem is van absenteïsme bij het personeel wegens mentale en fysieke uitputting. Dat gaat om 10% of meer van het zorgpersoneel. En verder kan je ook overwegen om patiënten door te verwijzen. Dat is in het verleden al gebeurd. Andere landen hebben dat ook al gedaan, maar dat gaat steeds om een heel klein aantal patiënten. En bovendien is dat momenteel helemaal niet evident, want als je kijkt naar onze buurlanden, dan zien we dat de intensieve zorgen daar ook quasi vol liggen. Dat is het geval in Nederland, dat is het geval in Frankrijk. En in Duitsland meldt men een sterke stijging van de bezetting van de intensieve zorgen. Dus de belangrijkste maatregel bestaat er toch in om te zorgen dat de virusverspreiding vertraagd wordt. Je mag ook niet vergeten dat het virus exponentieel toeneemt, terwijl in het beste geval personeel en bedden je alleen maar lineair kan doen toenemen. Dus dat is een tijdelijke maatregel, maar geen structurele oplossing. Is er een toekomst voor bepaalde oude of nieuwe orale medicatie voor de behandeling van COVID-19 nadat collectieve immuniteit bereikt dankzij het vaccin? We denken dat er zeker een plaats en een nut is voor de ontwikkeling van nieuwe medicijnen tegen COVID-19. Een interessante piste daarbij zijn ook de medicijnen die je kan nemen vooraleer je in het ziekenhuis terechtkomt, dus in de vroege fase van de besmetting. En die zouden de kans kunnen doen verminderen dat mensen ernstig ziek worden en in het ziekenhuis terechtkomen. Betreft oude medicijnen, daar zijn er al veel van geprobeerd en uitgetest. Daar zitten echt geen wondermiddelen tussen. Er zijn echter wel een aantal stoffen in ontwikkeling, die zijn in klinische studie. Een soort van covid-pil, dus iets dat je oraal kan nemen in een zeer vroege fase van de besmetting. Dat zal altijd een tweede defensielijn blijven. Een vaccin is sowieso een structurele oplossing. Het is ook helemaal niet zeker of dat die medicijnen ooit op de markt gaan komen. Zoals ik al zei, die zijn momenteel nog in klinische studie. We weten ook niet hoe effectief ze uiteindelijk zullen zijn. Langs de andere kant, het is goed dat men daarop werkt, want we moeten ook beseffen dat het vaccin niet 100% werkt. Dat er nieuwe varianten kunnen opduiken, waartegen het vaccin misschien minder goed gaat werken. En dat sowieso niet iedereen zal gevaccineerd zijn of kan gevaccineerd worden. Wanneer we dan kijken naar hoeveel van die stoffen zijn momenteel in klinisch onderzoek, wel, dat zijn er eigenlijk niet zoveel. Het aantal kandidaat-covid-pillen dat in de pipeline zit, is relatief beperkt en succes is niet gegarandeerd. Er is één bepaalde stof, die zit momenteel al in fase 3. Maar dat is nog niet, zelfs als die fase 3 heel succesvol zou blijken, is dat niet iets wat ik denk dat in de eerste maanden op de markt gaat komen. Verder heeft dit soort pillen ook altijd belangrijke beperkingen.
Waarschijnlijk kan dat alleen maar effectief zijn wanneer je het heel vroeg, in het prille begin van de besmetting, bij de allereerste symptomen inneemt. Of je zou het ook preventief kunnen innemen na een risicocontact. We verwachten niet dat dit soort van virusremmers veel effect gaat hebben eenmaal mensen al in het ziekenhuis belanden. Want in het ziekenhuis gaat het meestal om een ontstekingsprobleem en niet langer om een puur viraal probleem. En verder moet je ook beseffen dat virussen resistent kunnen worden tegen dat soort middelen. Net zoals ze ook kunnen ontsnappen aan vaccinatie-immuniteit. In essentie kan je dat soort pillen vergelijken met Tamiflu tegen de griep. Dat is een gekende griepremmer en daarvan weten we ook dat het effect eigenlijk wel heel beperkt is. Des médicaments oraux pour traiter le Covid-19, soit certains médicaments existants, soit des nouveaux, seront-ils encore utiles une fois l'immunité collective sera obtenue grâce au vaccin? Alors oui, je pense qu'indubitablement oui, la vaccination c'est une solution structurelle, c'est un fond sur lequel il faut baser nos moyens de défense présents et futurs contre ce virus, comme ce sera peut-être d'ailleurs dans le futur le cas pour d'autres agents qui pourraient nous agresser. Mais le vaccin ne sera pas la seule solution. Un traitement par voie orale est hautement souhaitable. Le gros problème, c'est que pour l'instant, nous n'avons pas encore réussi à identifier un traitement adéquat dans les anciennes molécules, celles dont nous disposons pour d'autres indications, et que des traitements en phase, je dirais, avancée de leur évaluation, ce qu'on appelle la phase 3, entre autres, contre ce virus, sont extrêmement peu nombreux. Il en existe quelques-uns, mais qui doivent encore faire vraiment leurs preuves pour voir s'ils sont adéquats et s'ils peuvent être employés, par exemple, comme on le fait pour la grippe avec le Tamiflu, à des moments extrêmement précoces. Il faut insister sur le fait qu'un traitement oral, un traitement antiviral, n'a un sens que pendant les premiers jours de la maladie, éventuellement même en prophylaxie, que l'on pourrait prendre si on a eu un contact à haut risque avec quelqu'un, mais qu'au bout de quelques jours, le problème n'est plus le virus lui-même, mais les mécanismes inflammatoires qu'il a déclenchés en nous. Et à ce moment-là, un traitement antiviral n'a pas de sens. Donc ce traitement oral aurait un sens s'il est pris précocement, à domicile, avant l'hospitalisation. En cours d'hospitalisation, ce sont d'autres types de traitements pour moduler la réponse inflammatoire qui doivent être encore découverts, certains d'entre eux étant déjà comme la cortisone par exemple, ou certains anti-interleukines. Alors il n'est pas évident manifestement de découvrir des médicaments actifs. Il faut savoir que leur place serait, on l'a dit, potentiellement en prophylaxie, potentiellement en traitement précoce des premiers symptômes, et ceci malgré la vaccination. Pourquoi? Parce que certaines personnes ne sont pas vaccinées, refusent la vaccination. Certaines personnes ne vont pas répondre de manière adéquate à la vaccination parce que leur système immunitaire n'est pas suffisamment fort. Certaines personnes vont perdre leurs anticorps, leurs moyens de défense plus vite que d'autres. Et ça, seul le futur nous l'apprendra. Et pour elles, un traitement précoce pourrait être tout à fait adéquat. Il y aura aussi peut-être des variants qui vont échapper à la vaccination. Et donc, le traitement gardera toute son importance en ne négligeant pas le fait que ce n'est pas parce qu'on a un médicament que le virus va toujours y être sensible. On le sait pour la grippe, entre autres. Le virus peut lui aussi développer une résistance, comme les bactéries développent des résistances contre les antibiotiques. Oké, dat waren alle vragen die we vandaag hebben ontvangen. Dan rest er mij enkel jullie een prettig weekend toe te wensen. En dan zien we elkaar terug volgende week dinsdag voor een nieuw persmoment. Dank u wel, een prettig weekend.